Merci, Monsieur le Président, messieurs les diplomates, mesdames et messieurs. Alors, je ne suis peut-être pas tout à fait Safindi dans ses prévisions prospectivistes et catastrophiques. À Dieu ne plaise, j'espère qu'il n'y aura pas de conflit entre Israël et l'Iran. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'Israël en ait réellement la capacité. Ceci étant dit, beaucoup de choses ont été dites, donc il y aura des doublons dans mon propos, que je trouve après coup un peu long, donc je vais le raccourcir. Le raccourcir parce que c'est nécessaire pour me balancer votre attention et votre patience, et qui plus est pour pouvoir permettre des échanges. Ceci étant dit, j'avais pris, alors donc je vais supprimer ma première page qui avait plus trait au traitement de la crise iranite dans l'information, et comme je reprenais ma première phrase, était, comme le dit si bien le texte introductif de ce colloque, le Yémen subit une guerre effroyable, qui ne dit pas son nom? Pas de guerre. Guerre d'autant plus effroyable que ces événements sont l'objet dans la presse internationale, comme dans la plupart des chancelleries occidentales, d'une censure, d'une extrême gravité de censure implicite, qui ne dit pas non plus son nom. Alors j'avais pris trois exemples. J'avais pris des exemples en Irak, en Syrie, où la presse internationale s'est penchée, là, a été alertée, s'est émue lorsqu'il s'agit de destruction du patrimoine mondial inscrit au répertoire sur les listes de l'UNESCO. Alors tout le monde a en mémoire l'épisode de Pamir, mais il y en a eu d'autres tout aussi graves, mais peut-être encore plus graves, à Tra, dans le nord de l'Irak, sous Mossoul, ou Tel Azor, le mémorial du génocide des Arméniens qui a été dévasté, et les archives ont disparu, les archives qui étaient d'une valeur historique tout à fait inestimable. Donc encore une fois, la presse se préoccupe quand il y a quelque chose qu'on ne peut pas passer sous silence, qu'on ne peut pas tout à fait escamoter. Et là, très fugacement, à la vitesse d'un météore, on a parlé un petit peu du conflit yéménite lorsque des quartiers très anciens, on a dit 1000 ans, 2000 ans, 1500 ans, ont été atteints, touchés, en partie détruits. D'ailleurs, des photos qui sont tout à fait explicites. Mais en dehors de ça, la presse occidentale se caractérise par sa pudeur, par sa discrétion. On préfère généralement, et ça c'est un média, parler de la crise au sommet de la FIFA, la Fédération mondiale du football, ou les naissances princières, ce qui est tout à fait charmant, les mariages, les naissances princières. Mais les bombes qui pleuvent sur le Yémen ne font pas le succès, en tout cas les choux gras des rédactions. Alors, dès lors que la presse n'en parle pas, nous pouvons, et là je vous demande pardon, il y aura quelques doublons avec ce qui a déjà été dit, mais on peut repasser la leçon ou envisager des choses sous des angles légèrement différents. Donc c'est à nous de dire, autant qu'il est possible, autant faire ce peu, ce que la presse telle Constance, et que la presse pourrait dire, puisque je peux donner mes sources, mes sources sont tout à fait ouvertes, notamment américaines ou israéliennes. L'information, si on veut en disposer, l'information existe, mais encore une fois, la grande presse, les grands médias occidentaux ou occidentalistes ne s'en font pas très souvent le relais, presque toujours, même jamais. Donc, si on prend d'ailleurs un peu de hauteur, au-dessus des champs de bataille, les lignes de force explicatives se dessinent d'elles-mêmes. En premier lieu, notons que la dynastie des Séoul est à l'œuvre avec des armes et des équipements américains. Elle est à l'œuvre au Yémen avec des armes et des équipements américains. Israéliens peut-être, ça je ne sais pas. C'est un fait d'évidence. Or, la presse pourrait rapporter des faits d'évidence. Et simultanément, sur plusieurs champs de bataille, Irak, Syrie, Yémen, en Irak et en Syrie, enfin plutôt en Irak, censément à l'appui de la coalition dirigée par les États-Unis contre Daesh. Poursuivant, l'Arabie Saoudite poursuit évidemment des objectifs géopolitiques qui lui sont propres, mais que partagent aussi en majeure partie ses alliés américains et israéliens. J'insiste, israéliens. Sous cet angle, le Yémen est un magnifique cas d'école, mettant crûment en évidence les forces géopolitiques à l'œuvre dans la péninsule arabe. C'est ce qu'a dit Youssef Indy, mais pas seulement lui. Alors que voyons-nous une fois écarté l'habillage médiatique, travestissant et trahissant la réalité de notre monde?
nous constatons que l'intervention séotique ne vise uniquement qu'à briser la résistance anti-Daesh et anti-Al-Qaïda, puisqu'on sait que Daesh est maintenant à l'œuvre au Yémen, une tâche qu'accomplit de la même manière la Turquie au nord du bassin fertile. Cela revient, j'ai bien dit, même casser la résistance à Al-Qaïda et à Daesh, ce que fait de la même manière la Turquie au nord du bassin fertile. Cela revient à dire qu'au Yémen, comme sur le front de guerre du sud syrien, le parent officiel des mouvements et des forces takfiristes, il n'y a d'autres que Riyad, allié Washington et Tel Aviv. Alors, ça peut paraître un peu brutal, mais je vous renvoie à la presse israélienne. J'ai plusieurs références que vous pourrez trouver sur le site de l'Académie de géopolitique, sur les 5 rencontres qui ont déjà eu lieu entre des représentants séoudiens et israéliens aux États-Unis, je pense que c'est à Washington même, sous l'égide américaine. La presse n'en parle pas beaucoup. La dernière de ces réunions s'est tenue le jeudi 4 juin à Washington. Les sources sont des sources israéliennes. Encore une fois, je n'ai pas l'habitude de parler tout à fait en l'air. Channel 10 en Israël on a rendu compte, mais également I24, que l'on peut voir tous les jours en France, auquel nous avons un libre accès. Et j'ajouterais donc, allié de Washington, je parlais le parrain officiel, c'est Washington, Tel Aviv, et aussi Paris, bien entendu, qu'il ne faut pas oublier. Remarquons que ce ne sont ni le ministre de la Défense, le prince Mohamed Ben Salman, ni le roi Salman Ben Abdelaziz, qui ont annoncé l'entrée en guerre de Riyad au Yémen, mais curieusement, le représentant de la monarchie à Washington. Un fait qui est parlant en soi. Alors, je demande pardon au colonel Corvès, mais je pense que l'affaire est malgré tout à fait concertée, même si elle n'est pas totalement voulue de la part des États-Unis, elle est en tout cas cornaquée par les États-Unis. Ce sont des faits qui parlent d'eux-mêmes. Examinons maintenant ce que dissimule le travestissement et pire occultation de ces événements par la presse internationale. Le Yémen est aujourd'hui le théâtre d'une guerre qui oppose les milices, nous l'avons dit et je le répète, chiites, houthis, d'Ansar-Allah, aux forces wahhabites de Daesh et d'Al-Qaïda. Daesh, Al-Qaïda, c'est bonnet blanc et blanc bonnet dans la péninsule arabique. Dans les médias, toujours eux, que les médias passent toujours sous silence. Un point important, qui est passé sous silence par la presse, c'est que la capacité de combat de l'État islamique surpasse de loin celle dont pourrait normalement ou devrait normalement disposer les milices combattantes. Aujourd'hui, Daesh contrôle de vastes territoires, s'étendant de la Syrie et l'Irak, zone qui parvient non seulement à défendre militairement, mais en disposant également de moyens d'une administration réelle des zones occupées, de leur population, cela tout en poursuivant par ailleurs ses offensives. Autant de questions, donc d'où provient cette capacité à l'offensive et cette capacité organisationnelle. Autant de questions sans réponse qui ouvrent d'intéressantes perspectives transposées au conflit yéménite, lequel c'est clair. Alors, je n'ai pu retrouver, parce que je n'ai pas eu le temps de chercher de référence, on sait que le seul aéroport, je crois que c'était au sud du Yémen, qui était ouvert, était protégé, c'est là où atterrissaient certains appareils qui amenaient le matériel pour Al-Qaïda. C'était au sud ou à l'est, je ne sais plus. Bon, vous me pardonnez, je ne suis pas spécialiste de la région et je le confesse. Donc un conflit qui s'éclaire d'un jour nouveau si on précise que les ravitaillements logistiques en Irak et en Syrie proviennent à la fois au nord de la Turquie islamo-kémaliste. Ce n'est pas par hasard que je qualifie la Turquie d'islamo-kémaliste, pilier oriental de l'Alliance Atlantique, ne jamais oublié, et au sud-ouest via la Jordanie et l'Arabie, ces deux grands alliés des États-Unis. Alors là aussi, j'ai des références, notamment du Washington Times, sur les largages d'armes et autres, et on sait le scandale qui, en Turquie, récemment, a touché les services douaniers, les services de renseignement, qui escortaient des convois qui n'étaient pas de gros convois, mais des convois de ravitaillement en armes pour Daesh. Il est loisible d'imaginer l'importance des combats quotidiens requis pour maintenir la capacité offensive des groupes de Daesh et d'Al-Nusra à un tel niveau depuis un an. Ce ne sont pas de petits convois. Donc on peut être assuré que les satellites américains les suivent à la trace. Et ça, exactement, le voyez de
Il n'y a pas, vous pourriez me poser la question, il n'y a pas de contradiction entre le fait de soi-disant combattre Daesh en bombardant, en limitant son avancée à tel ou tel endroit, et en même temps de le laisser, au contraire, de le pousser là où les zones sont intéressantes. Et les zones de combat peuvent intéresser la politique et la géopolitique américaine. Notons que de nombreuses armes ont été acheminées vers les lignes de front, ça n'est pas inintéressant de noter, qui ont été prélevés dans les arsenaux de l'ex-gendarmerie libyenne ou abandonnés par l'OTAN après la chute du régime en octobre 2011. Armes expédiées en Turquie, puis en Syrie pour enclencher l'actuel conflit international sous couvert d'une guerre civile. Ce que je dis là est important, sous couvert d'une guerre civile, qui n'a jamais véritablement lieu. La guerre contre Kadhafi aura au moins servi à cela, faire la guerre à Damas. Alors je signale que c'est un des scandales américains. Récemment, on a publié, on a déclassifié, comme on dit, un rapport du 12 août 2012 de la Défense Intelligence Agency montrant que les États-Unis avaient non seulement prévu, mais programmé l'intégration de Daesh dans leur stratégie régionale. C'est un fait d'actualité que malheureusement la grande presse ne relève pas, là non plus. Seuls ceux qui s'intéressent à ces questions, comme les transsénitaires, sont au courant. Maintenant, à contrario de ce que déclarent les grands journaux, la grande presse officielle et officieuse, presse publique, presse privée, précisons que les rebelles outils ne sont pas mus a priori, ça nous l'avons dit tout à l'heure, par des motifs confessionnels, mais seraient davantage motivés par l'intérêt national. Les chiites outils, autrement appelés zaïdites, représentent environ 33% des 25 millions yéménites, et cela en effet d'abord des militants panarabes. Ce qui leur permet, donc des nationalistes arabes, regroupe sous la dénomination, et pardonnez-moi aussi encore une fois et une dernière fois mon schématisme, ce qui leur permet de bénéficier du soutien ou de la sympathie d'une forte portion de l'armée nationale, de la garde républicaine et de certains tribus sunnites. Fait qui explique en outre leur succès militaire. Nous devons à ce sujet observer que le régime saoudien s'efforce de partout d'effacer les derniers vestiges du nationalisme arabe, qu'incarne encore peu ou prou au Yémen, dans le Sahara, au Liban le Hezbollah et en Syrie le Baas. Le Proche-Orient étant le théâtre d'une confrontation où, depuis 1945, deux idéologies, le sionisme et le wahhabisme, se sont liées pour venir à bout des nationalismes arabes. Ce à quoi elles sont parvenues en Irak et en Libye, partiellement aujourd'hui en Syrie et au Yémen. Une idée que j'ai développée dans mon ouvrage Les Égarés, que vous pouvez trouver un peu partout, un ouvrage de 2013, avec pour sous-titre « Le wahhabisme est-il un contre-islam ». Dans cette occurrence, le royaume saoudien, au cours de l'histoire récente, souvent témoigné du souci constant d'isoler et de brimer les haïtites, autant pour leur tendance nationaliste que pour leur confession, jugée ou supposée mécréante au regard du fanatisme wahhabite. Je pense qu'on peut parler de fanatisme wahhabite sans s'exposer. Aujourd'hui, hier, on n'en parlait pas, mais même, je crois, le Premier ministre a parlé du wahhabisme à mot découvert tout à fait récemment, et même peut-être hier. L'Arabie a ainsi financé au cours de ces dernières années la construction de quelques 5000 mosquées à travers le pays, lieux de culte où se sont développées l'intolérance religieuse et une défiance intercommunautaire inconnue jusqu'alors au Yémen. Enfin, inconnue, ça serait peut-être un débat. Toujours dans le même ordre d'idées, lors du printemps arabe, les Séoul, par le truchement de l'initiative du Golfe, s'était employé à organiser un renouvellement du pouvoir qui devait s'accompagner d'un redécoupage administratif du pays. Vous voyez, on est toujours dans la logique des redécoupages. Restructuration dont la finalité était la marginalisation politique des haïtites, lesquels se sont insurgés alors contre le projet. Et lorsque la situation a commencé d'évoluer en leur faveur, c'est là que Riyad s'est vu contraint de se démasquer et d'entrer en lice. Là, je cite notamment la presse libanaise, l'Orient le jour, sur lequel je me suis appuyé, puisqu'il y a des articles qui sont souvent intéressants. Il est clair que l'opération Tempête décisive lancée par Riyad le 26 mars 2015 avait pour objectif principal d'écraser les Haïtites dans Sarallah, ou Ansarullah, selon, afin notamment de les empêcher d'atteindre Aden et le détroit stratégique de Bab el-Mandeb. Détroit qui, à l'instar de celui d'Ormuz sur le Golfe, constitue l'un des points ultra-névralgiques du transit pétrolier mondial. Là, je m'appuie sur des données très précises de l'armée française.
Car si Bab el-Mandeb tombait aux mains d'Ansarullah, une lourde hypothèque se mettrait alors à peser sur les flux pétroliers ainsi que sur la production du royaume, 10 millions de barils jour. Vous savez que les États-Unis n'auront pas, mais c'est très mauvais pour le gaz de schiste, dont on sait les effets délétères sur les économies de la Russie et de l'Iran. Nous commençons donc ici à entrevoir que les enjeux liés au conflit yéménite débordent largement le cadre régional, strictement régional, et vont jusqu'à s'inscrire dans le cadre d'une nouvelle confrontation Est-Ouest. Ah oui, c'est clair comme de l'eau de roche. En ce qui concerne l'Iran, il s'agit effectivement de réduire son influence régionale, et la lutte contre Ansar Allah en est l'un des moyens. Ce n'est pas un but, ce n'est pas un des objectifs des États-Unis pour l'instant, mais c'est un objectif affiché d'Israël et de l'Arabie Saoudite, qui sont alliés en l'occurrence sur ce dossier. Au même titre que la prise de Mossoul par Daesh le 10 juin 2014 visait à briser l'arc chiite, notamment l'axe reliant Téhéran, Bagdad et Beyrouth via Damas. Aujourd'hui, le Yémen la crise du Yémen doit contribuer à affaiblir l'influence iranienne dans la région. De ce point de vue, on peut peut-être considérer le Yémen comme la première victime de l'accord relatif au programme nucléaire iranien en cours de négociation entre Washington et Téhéran, accord qui doit être finalisé avant le 30 juin. Un accord dont évidemment, je le répète, j'insiste, ni Riyad ni Tel Aviv ne veulent à aucun prix. Aujourd'hui, j'ai presque terminé, aujourd'hui à la veille du jeûne du Ramadan, je crois que c'est le Ramadan doit commencer demain, non, je me trompe. À la veille du jeûne du Ramadan, les dirigeants séoudiens sont à présent contraints d'admettre l'échec de leur opération de tempête décisive et retour de l'espoir. Cela malgré 3 mois de pilonnage intensif et destruction massive que l'on connaît, que nous connaissons. Pour sauver la face, j'insiste, pour sauver la face, c'est le terme qui convient, des dirigeants wahhabites, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dû voler au secours de Riyad en réunissant à Genève une seconde conférence de dialogue interyéménite. Sans qu'au départ, Ansar Allah y ait été invité sous la pression des Saoudiens qui considèrent et qui considèrent toujours la Minnesota comme négligeable. Quoiqu'elle ait conquis la majeure partie du pays, soit 6 provinces du sud et du centre, et qui avancent au centre-est dans les sanctuaires même d'Al-Qaïda. Ceci après avoir abattu, mais ça c'est pour l'anecdote, avoir abattu, mais cela suppose une certaine technicité et une certaine capacité militaire, 3 aéronefs de la coalition, un hélicoptère de combat Apache et 2 chasseurs de mortier, l'un soudairais, l'autre marocain. J'en ai presque terminé, et je vous remercie de votre patience. Une dernière remarque, cette conquête de la presque totalité du territoire yéménite aurait permis, en l'absence d'intervention de la coalition conduite par Riyad, d'éradiquer Al-Qaïda, particulièrement actif au Yémen. Une intervention par votre confidence, l'intervention saoudienne est donc éminemment révélatrice des véritables buts de guerre saoudiens qui se trouvent donc en totale contradiction avec la participation du royaume dans la coalition anti-État islamique pilotée par Washington. Une intervention au Yémen demeurant soutenue par une résolution du Conseil de sécurité du 14 avril 2015 qui a été débattue et adoptée à l'initiative du Conseil de coopération du Golfe, dont il était question ici, et présentée par la Jordanie. Jordanie qui mange dans la main de Washington et qui ne peut pas agir en dehors même des instructions, des injonctions explicites du département d'État. Et qui a rendu licite, et cela est grave, au regard du droit international, les bombardements massifs et ravageurs sous couvert, c'est ce que prévoyait la résolution, d'un arrêt des combats applicable à toutes les parties et enjoignant fermement de cesser toute nouvelle action unilatérale. On voit ce qu'il en a été, puisque les bombardements se poursuivent ou se poursuivent encore quasiment à l'heure actuelle. On voit sans difficulté le danger que représente ce type de situation et la facilité avec laquelle se trouve désormais détournée la légalité internationale au profit de jeux et d'enjeux géopolitiques régionaux et globaux, sans que les médias n'en souffrent. Je vous remercie.